pense qu'on va commencer. Bienvenue à tous. Merci d'être toujours là. Comme j'ai dit, ça, c'est une série Netflix. On est à l'épisode 2 de la saison 1. Je ne pense pas qu'il y aura une saison 2, mais on a 5 épisodes. Et je vais commencer par faire un court résumé de l'épisode précédent. Donc, on a vu qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler une première théorie quantique qui était surtout poussé par Niels Bohr, Arnold Sommerfeld et non, plein d'autres physiciens aussi, qui avaient eu un succès mitigé, assez limité, au sens que l'on pouvait, de manière remarquable, euh, expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène ou des atomes comme l'hélium ionisé, enfin bref, des atomes à un électron, mais qu'on n'arrivait pas à expliquer en détail les spectres de n'importe quel autre élément. On avait une théorie sur les couches atomiques qui avait besoin d'un concept qu'on appelle le spin, qui était une espèce de doublement des degrés de liberté, mais avec ça, on pouvait expliquer en partie le tableau périodique, c'était bien. On n'avait aucune idée comment expliquer l'intensité des raies spectrales. Donc, c'était un succès relativement limité, mais suffisamment spectaculaire pour que tout le monde se dise qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, mais qu'on n'avait vraiment pas obtenu une théorie qui se tient. Cette théorie-là n'était pas universelle. Elle ne pouvait s'appliquer qu'à des problèmes spécifiques, comme celui d'un électron autour d'un noyau, mais on n'avait aucune façon de formuler une théorie plus générale. Et ça nous amène dans les années 1920, 21, 22, 23, 24, et les discussions tournaient autour de ces questions-là, en particulier la question de l'intensité des raies spectrales. Et c'est via cette question-là, de l'intensité des raies spectrales, que le déclic va se faire. Donc, on aurait pu arriver à la mécanique quantique que l'on connaît par un autre chemin, probablement. Il y a des gens qui font plein de spéculations sur que serait-il arrivé ici, ici, ici. Donc, dans l'histoire politique comme dans l'histoire scientifique, c'est intéressant de se poser la question. Mais la façon dont la mécanique quantique est apparue la première fois, c'est à travers cette question de l'intensité des raies spectrales. Et donc, le déclic s'est fait en 1925 par Heisenberg et tout de suite après par ses collaborateurs, son patron Born et Jordan. Et c'est ce que je veux présenter aujourd'hui. Principalement l'article d'Eisenberg. Donc, il va y avoir encore pas mal de contexte autour de cet article-là pour que ça puisse être compréhensible. Et j'ai commencé par me dire, bon, il faut savoir où ça se passe. Alors, la mécanique quantique, c'est une science allemande, c'est-à-dire que c'est apparu en Allemagne et c'est l'Allemagne qui, de loin, déclassait tous les autres dans la production, la rapidité de la réaction, etc. Donc, j'ai posé la question à ChatGPT, fais-moi une carte de l'Allemagne en 1925 avec les frontières de l'époque et indique-moi les villes suivantes qui sont importantes, Berlin, Munich, Breslau, Göttingen, Hannover. Je lui demande ça. Il m'a sorti ce truc. Regardez, il n'y a rien de vrai là-dedans, sauf les frontières épaisses qui sont les frontières de l'Allemagne maintenant, et pas en 1925. Il n'y a même pas de Danemark. Le Danemark n'existe pas. Il y a une espèce d'immense lac en plein milieu de la Grande-Bretagne. Et là, j'ai demandé Hanover. Puis là, il y a Heidesberg, Anniberg, Heidelberg. Bref, Hambourg est là en bas. C'est incroyable. Donc là, je me suis dit, ChatGPT, alors que ceci vous serve de leçon, on ne demande pas ces choses à ChatGPT, il va dire n'importe quoi. La seule chose qui est correcte là-dedans, c'est le style. Donc, le style, c'est jaune, c'est des gros crayons. Ça aurait pu être une carte de 1925 de ce point de vue-là. Donc, les polices sont correctes. Bref, mais rien d'autre. Donc, la vraie carte, c'est celle-là. D'accord? Donc, c'est un contexte politique ici. Donc, ça, c'est l'Allemagne de 1925. C'est ce qu'on appelle la République de Weimar. Donc, les frontières ne sont pas les mêmes. En particulier, il y a une ville importante qui est en Pologne maintenant qui s'appelle Wrocław, je pense, quand on prononce correctement, mais mon polonais est très mauvais. D'accord. Breslau, Munich, Heidelberg, Göttingen va être important pour nous. Et Copenhague en haut, qui est au Danemark, bien sûr, mais qui est un centre important. Vienne, d'où venait Schrödinger, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre de l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est un milieu dynamique, mais qui a beaucoup de difficultés économiques. J'ai ici en bas un graphique de l'inflation en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc, on a ici la valeur d'un marque or, donc en termes de marque papier, donc la devise utilisée couramment.
ça croît de manière exponentielle, mais c'est déjà une échelle logarithmique. Donc, c'est une exponentielle d'une exponentielle, d'accord, si vous voulez. Donc, essentiellement, on était réduit en 1923 à avoir des timbres comme ce timbre-poste comme ça, qui vaut 5 milliards de marques pour poster une carte postale, probablement, d'accord? Donc, ce que ça a fait en réalité, c'est que ça a effacé l'épargne de tout le monde. Il n'y avait plus d'argent, essentiellement. On pouvait être payé le matin avec une pile de billets, puis l'après-midi, c'était trop tard pour s'acheter un pain, essentiellement. Je caricature, mais c'est presque ça. D'accord? Donc, c'est un milieu qui est physiquement intact parce qu'il n'a pas été dévasté par la guerre, mais qui est économiquement très perturbé, du moins financièrement très perturbé. Donc, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut comprendre ça. Et il y a aussi un ressentiment envers les Alliés, les Français surtout, mais les Britanniques aussi, parce que les Allemands se sentent humiliés, dépourvus, etc. Bon, ça a été démontré que l'inflation n'était pas causée par les réparations, entre guillemets, que les Allemands devaient payer aux Alliés, parce qu'ils ont payé avant, ils ont payé après. Ce n'était pas ça le problème. C'était vraiment un problème de la Banque centrale allemande, qui avait un économiste un peu curieux, il y en a encore de ce temps-ci. Il y a des conseillers économiques qui sont du même ordre, qui se disaient, ah, c'est pas compliqué, on peut faire rouler la planche à billets et tout va bien aller, on va payer tout le monde. Et ça, c'est un exemple qui est maintenant devenu classique, ce qu'il ne faut pas faire. OK, d'accord. L'autre contexte, les revues scientifiques de l'époque. Quelles sont les principales revues dans lesquelles on peut publier de la physique? Bon, bien sûr, la plus prestigieuse en haut, c'est Annalen der Physik. C'est là-dedans qu'Einstein a publié ses articles célèbres en 1905 et d'autres articles très célèbres ont été publiés là. Donc, depuis 1799, ça existe encore, c'est en anglais depuis 1990. Il y a les actes de la Société allemande de physique, hein, le deuxième, qui a été modifié sous l'influence ou après discussion avec plusieurs membres importants de la communauté scientifique allemande. Ils ont décidé qu'à partir de 1920, ça deviendrait Zeitschrift für Physik, essentiellement publié par la Société allemande de physique, sans révision par les pairs. Ça, c'est un truc important. Donc, c'est un journal auquel on pouvait envoyer un manuscrit et si on était réputé, si on était un prof dans une grande université, bref, quelqu'un qui avait un standing minimal, c'était tout de suite envoyé à l'imprimeur. Okay? Et donc, ça explique la rapidité avec laquelle les nouveautés étaient exposées à ce moment-là. C'est quelque chose d'important. Ça existe encore, oui, ça a fusionné avec le Journal de physique français en 1997 et c'est devenu European Physical Journal. Donc, quand vous publiez dans EPJ, c'est le descendant de Zeitschrift für Physik. Okay. Du côté anglophone, il y a un truc qui s'appelle The Philosophical Magazine, ou The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine. Ça, c'est un truc dans lequel Dirac et d'autres publiaient beaucoup dans ces années-là. Aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler, je pense. Mais bon. Physical Review, bien sûr, c'était très secondaire à l'époque et ce n'était pas divisé en sous-revues. C'était quelque chose qui existait depuis 1893 pour les Américains. Ça va prendre de l'importance à partir des années 30, je dirais. Mais dans les années 20, ce n'est pas important. Okay. Nature, bien sûr. Bon. Ensuite, du côté français, il y avait les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui, croyez-le ou non, c'est une version rapide d'un autre journal qui était les Mémoires de l'Académie des sciences, où ça pouvait prendre des années ou des décennies avant que les gens se décident à publier les trucs qu'ils avaient racontés devant l'Académie. Et donc ça date de 1666. Hein. C'est le plus ancien de la liste. Et en Italie, donc Fermi et sa bande de camarades ont publié dans Il Nuovo Cimento, qui est encore en existence aujourd'hui. Donc ça, c'était les revues de l'époque les plus importantes. OK, alors l'article fondateur. Alors attention, l'article fondateur qu'on va étudier principalement aujourd'hui, c'est celui-là. Sur la réinterprétation quantique des relations cinématiques et mécaniques. D'accord. Et souvent, on l'appelle le Umdeutung, parce que le titre allemand, donc c'est Überquantentheorische Umdeutung, ça veut dire réinterprétation, ça veut dire Deutung, c'est la signification, c'est le sens. Puis c'est comme autour de, c'est comme tourner autour de, bref, contourner en quelque sorte. Donc c'est comme une réinterprétation des relations entre cinématique et mécanique. Ça, c'est le truc de Heisenberg. 15 pages, relativement court. Et c'est lui tout seul. Okay? C'est un article qu'il a écrit, il a montré à son patron, qui était Max Born à l'époque. Il m'a dit, ouais, d'accord, oui, tu peux envoyer ça. Okay? Parce que Heisenberg était tout junior, donc pour envoyer ça donc dans Zeitschrift für Physik, il fallait un appui minimal, celui de Born, et donc voilà, donc c'est paru.
Et suite à ça, ben, Born, Jordan et Heisenberg ont publié 2 gros articles après, que je vais mentionner bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui est Heisenberg, premièrement? Heisenberg, il est tout jeune. Il est né en 1901, OK? Donc là, il a 24 ans à cette époque-là. Il vient de la classe moyenne. Son père est un prof de lettres classiques, de grec en particulier. Il a fait ses études à Munich avec Sommerfeld. Donc, il a eu son doctorat sur l'hydrodynamique, aucun rapport avec la mécanique quantique, avec Sommerfeld et Max Wien. Ensuite, il a travaillé à Göttingen, donc sous plusieurs personnes, Born, James Franck, c'est l'expérience de Frank Hertz, David Hilbert en mathématiques. Donc, son doctorat en 1924, il l'a avec Sommerfeld. Son habilitation, donc, est une espèce de post-doctorat, il est donc habilité à diriger des recherches, ainsi de suite. 1924, même année, avec Born, sur l'effet Zeeman, l'effet Zeeman anormal. Il y a le prix Nobel de physique en 1932, donc à 31 ans, c'est quand même pas trop vieux. C'est le plus jeune professeur titulaire d'Allemagne, apparemment, à Leipzig en 1927. Okay. On lui donne une classe, je ne sais pas, il y a différentes classes de profs en Allemagne, mais bref, il est vrai prof, là, il n'est pas privat docent, il n'est pas chargé de cours ou quoi que ce soit. Parmi ses étudiants, bon, il y a des noms ici, là. Félix Bloch, Friedrich Hund, Rudolf Peierls, Isidor Rabi, Edward Teller, Friedrich und Weizsäcker, Victor Weisskopf. Donc, c'est des gens, plusieurs ont eu le prix Nobel là-dedans. Donc, bref, figure majeure, mais un jeune, très jeune à l'époque. J'ai une photo ici, hein, une photo qui est 1966, alors plus personne n'est jeune à ce moment-là. Donc, il y a Friedrich Hund, il y a Heisenberg au milieu, il y a Max Born à droite, donc une rencontre à Göttingen, des vieux de la vieille sans doute. Alors, le contexte. Alors, je vais vous dire le contexte du problème qu'il étudie, mais en langage moderne, donc en langage de mécanique quantique tel qu'on le comprend maintenant, okay? Même si c'est la version la plus simplifiée. C'est la question des intensités des raies spectrales. Donc, en langage moderne, quel est le problème? L'impact d'une onde électromagnétique incidente sur un atome. C'est le problème du rayonnement. Bon, là, je le décris dans sa forme la plus simple. Donc, je suppose que j'ai un Hamiltonien ici en langage moderne qui est celui de l'atome d'hydrogène, disons, H0. J'ajoute une perturbation qui est une onde électromagnétique qui intervient et qui va se coupler, cette perturbation, le champ électrique de l'onde va se coupler au moment dipolaire de l'atome. Donc, la perturbation, c'est moins le produit scalaire du moment dipolaire avec le champ électrique. Okay? Qu'on peut écrire de cette manière-là. Le moment dipolaire, c'est essentiellement la charge fois la position d'électrons par rapport au noyau. Donc, c'est R ici, et j'ai E0, j'ai une charge négative, c'est pour ça que le moins disparaît. J'ai une perturbation harmonique. C'est une description qui est pas aussi fondamentale qu'elle pourrait l'être, parce qu'en principe, on devrait quantifier le champ électromagnétique aussi. On devrait avoir des photons dans le décor, mais ici, on a un Hamiltonien qui dépend du temps et qui ne tient pas compte du fait que les photons existent. D'accord? C'est un peu simplifié. Et on devrait appliquer la théorie des perturbations, dépendant du temps, la règle d'or de Fermi, pour trouver quelle est la probabilité, le taux de transition, en fait, entre l'état initial et l'état final de l'atome. Donc, l'atome peut absorber, il peut émettre face à cette perturbation-là. Donc, le taux de transition, qui est gamma majuscule ici, va être donné par la règle d'or de Fermi, et ça va impliquer la densité des états finaux, le ρ de EF, et ce qui est au carré ici, un élément de matrice, donc, de la perturbation entre l'état initial et l'état final. Okay. Donc, c'est cette amplitude de transition qui est ici quelque chose qu'on n'y pense plus. Quand on fait de la mécanique quantique, on est habitué, on calcule ces trucs-là et on ne se pose pas tellement de questions. Mais c'est la question qui va apparaître. Quand ça va apparaître dans l'article de Heisenberg, évidemment pas suite à un raisonnement comme celui-ci, mais un peu à l'envers. Okay. Bon. Alors là, je vais faire un petit détour par la théorie d'Einstein du rayonnement. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière. Okay? Je vais le mentionner ici. C'est intéressant. C'est intéressant en plus d'un titre, parce qu'Einstein est toujours une figure ici qui fait des contributions importantes, même s'il n'est pas central dans le développement de la mécanique quantique. Celle-ci est importante parce que c'est un peu c'est Einstein qui introduit les notions de probabilité. Alors, on est toujours en train de dire Einstein ne voulait pas de notion de probabilité dans la physique quantique. Il trouvait que c'était quelque chose qui reflétait non pas la nature fondamentale de la théorie, mais un aspect statistique, comme si c'était de la mécanique statistique. Et pourtant, ici, il introduit des notions de probabilité. Donc,
Il décrit ici comment on pourrait caractériser le processus par lequel un atome émet ou absorbe un photon en passant d'un état d'énergie EM à un état d'énergie EN ou vice-versa. Okay? Donc, on a ici la fréquence du photon qui serait nu Mn. Et il introduit ici la probabilité d'émission d'un photon qui serait donnée, selon lui, par deux facteurs, A et B. Le A serait un facteur d'émission spontanée. Autrement dit, l'atome n'a pas besoin d'être stimulé par un champ externe pour émettre un photon, il va le faire spontanément. Et il pourrait aussi être stimulé par un champ externe, c'est le facteur B qui est là, qui serait bien sûr multiplié par la densité de rayonnement, c'est de l'émission stimulée, donc plus le rayonnement est intense, plus cette contribution est importante. Et tout cela devrait dépendre bien sûr, de la population de l'état qui émet le photon, donc il y a un facteur de Boltzmann qui dépend de la température, et de l'énergie de l'état initial. Et donc ça, c'est la probabilité d'émettre un photon. Et ensuite, à l'envers, on pourrait avoir cette probabilité d'absorption d'un photon dans le processus inverse, où on passe de l'état N à l'état M, donc on augmente l'énergie, on absorbe un photon. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul. Il n'y a pas d'absorption spontanée. Donc, bien sûr, c'est une absorption qui provient uniquement du rayonnement incident. Donc, il y a une espèce de densité d'état semblable qui apparaît avec un facteur de Boltzmann, mais relatif à l'état initial de l'absorption, qui est l'état final de l'émission. Hein. C'est l'état N. Il y a un facteur de dégénérescence ici qui est plus ou moins important, mais j'ai un coefficient B NM cette fois, qui est une caractéristique de l'atome face au rayonnement. Et pour Einstein, les deux processus devraient s'équilibrer dans un système à l'équilibre. On pense au corps noir ici, il devrait y avoir autant d'absorption que d'émission, comme ça la population de chaque état reste constante, la même. C'est ce qu'on appelle la condition de bilan détaillé. Et donc, il y a une condition que ces deux quantités en rouge devraient être égales. Si vous me suivez. J'ai pas mis de petits chevreuils ou d'orignaux dans mes diapos cette fois-ci pour vous avertir qu'il y avait des petits calculs. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on impose ce bilan détaillé, on peut isoler la densité de rayonnement qui apparaît, la densité d'état, et on obtient ce rapport. Et si on veut faire le lien avec la fameuse loi de Rayleigh-Jeans que j'avais discuté la dernière fois et que j'ai reproduit ici en noir, alors excusez-moi si je vais essayer de pointer de manière gentille. Bon, ça, c'est la fameuse relation de Rayleigh-Jeans sur le rayonnement du corps noir. Et si on accepte que ça, c'est une formule classique qui devrait être correcte, du moins à température élevée, eh bien, ça nous impose des contraintes. Ça impose la contrainte, par exemple, que ces coefficients-là devraient respecter cette relation-là. Autrement dit, je devrais avoir 1 ici, pour pouvoir retrouver dans la limite des hautes températures le résultat correct. Et si je fais en plus, donc si je veux vraiment le résultat classique, donc à haute température, ça impose aussi une contrainte sur ces deux-là. Et je retrouve effectivement, après ça, la loi de Planck. Donc, c'est cette expression d'Einstein, cette notion de émission spontanée qui s'ajoute à l'émission stimulée, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est central dans la théorie du rayonnement, dans la première théorie quantique. Donc, c'était bon d'en parler, ça va revenir. L'autre contexte important, c'est le modèle de Drude, que vous connaissez peut-être de votre cours d'électromagnétisme ou de physique du solide, ou les deux, espérons-le. Donc, c'est un modèle classique sur l'effet. Essentiellement, c'est quel est l'effet d'un milieu sur le rayonnement, enfin l'effet de rayonnement sur le milieu. On a un champ électrique, une onde électromagnétique qui est incidente sur un milieu, et on va supposer que le milieu en question, il est caractérisé par une certaine densité d'atomes, et que ces atomes-là vont être modélisés par des oscillateurs. On va supposer que, au fond, l'atome est formé d'une charge négative ou de charges négatives liées au noyau, et que tout ça peut osciller naturellement.
hein. Et donc, il y a certaines fréquences naturelles d'oscillation, les oméga I, et quand une onde de fréquence oméga est incidente là-dessus, elle va pouvoir entrer en résonance peut-être avec ces oscillateurs naturels. Il y aurait une fonction de réponse. Et donc, si on prend chaque oscillateur, il obéirait à une équation, l'équation Newton, le mouvement, l'équation ordinaire du mouvement, qui est celle-ci. On a F égale ma. Donc, on a l'accélération, on a une force de frottement qui est en fait de la dissipation due au rayonnement par l'atome qui est accéléré. On a la force de rappel de l'oscillateur et tout ça s'ajoute à la force électrique qui agit sur l'oscillateur en raison de la présence de l'onde incidente. Donc, on a une espèce d'équation différentielle linéaire simple qui nous permet de caractériser ou de trouver la solution pour R, qui serait la position de l'oscillateur, qui entraînerait une polarisation du système, une polarisation P, qui serait le moment dipolaire électrique par unité de volume, qui serait proportionnelle au champ électrique ou à l'amplitude du champ électrique incident, avec une constante alpha, qui est ce qu'on appelle la polarisabilité. Et on arrive avec cette description de la polarisabilité que j'encadre ici. D'accord? Et donc, oui, c'est une expression qu'on a en physique des phénomènes oscillatoires, c'est très simple. Et il y a des F. Les FI sont des fractions que chaque oscillateur occupe dans le nombre total d'oscillateurs. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est des fractions, donc la somme des fractions doit être égale à 1. C'est la règle qui est en bas ici. Mais on les appelle aussi des forces d'oscillateurs. Donc, le mot force d'oscillateur existe encore aujourd'hui. Le fameux élément de matrice qu'on a vu tout à l'heure, on l'appelle la force d'oscillateur quand on met au carré, mais c'est la même chose que ça. Quant au gamma, qui représente le rayonnement, l'atténuation, si on veut, de l'oscillation, ben, il est strictement causé par le rayonnement classique d'une charge accélérée. Et ça, c'est donné par la fameuse formule de l'Armor qui est ici, où donc le 2 fois gamma, l'intensité rayonnée serait comme l'accélération au carré. Finalement, c'est pour ça que j'ai une fréquence au carré qui intervient ici et j'ai la vitesse de la lumière, ainsi de suite, formule assez classique. Donc, modèle classique, oui, on l'attribue à Drude, mais plein de gens ont contribué. Lorentz a travaillé beaucoup là-dessus, donc c'était son histoire, son bac. Donc, ce modèle-là pouvait... C'est une façon de paramétrer un peu la constante diélectrique de milieu. Donc, c'est un certain succès. Mais, on s'est rendu compte, premièrement, que le fameux oméga, le fameux oscillateur, qu'est-ce qu'il représente au fond? Est-ce que l'atome est vraiment un oscillateur? Pourquoi j'ai besoin de plusieurs oscillateurs par atome? Comment ça fonctionne? Ben, le premier ou la première contradiction avec une vision classique, c'est que les fréquences oscillateurs sont normalement les fréquences du rayonnement qui est émis, classiquement. Mais ici, par exemple, dans l'atome d'hydrogène, on a tout un spectre. Et on associe le rayonnement ou les fréquences des photons à des différences de niveau d'énergie, et non pas à la fréquence du mouvement de l'électron autour de l'atome. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si on avait un oscillateur harmonique, ce serait simple, parce que dans l'oscillateur harmonique, version quantique, n'est-ce pas, les différences de niveau sont égales à oméga, qui est la fréquence de base de l'oscillateur harmonique. Ça, c'est un mauvais exemple. C'est le plus simple, mais c'est trompeur. Dans l'atome d'hydrogène, on a plusieurs niveaux et les fréquences des photons émis correspondent aux différences de niveau d'énergie qui ne sont pas les fréquences de révolution de l'électron autour du noyau. Donc, on doit associer, à ce moment-là, si on veut adapter ce modèle-là à la réalité, on doit remplacer les fréquences du mouvement par des fréquences associées à des différences de niveau d'énergie, si on veut rentrer ça dans la physique quantique. Donc, les oméga Mn qui sont là sont associés à des différences de niveau d'énergie dans un atome quantifié. D'autre part, bien sûr, la force d'oscillateur, que j'ai montré tout à l'heure, devrait être liée au fameux coefficient A d'Einstein, qui est relié à l'émission spontanée. Ça, c'est une relation qui a été découverte par un physicien qui est un peu oublié, qui s'appelle Ladenburg, en 1921, qui a essentiellement dit ce fameux coefficient d'Einstein, AMN, pour la transition entre M et N, c'est relié à F, la force de l'oscillateur qu'on a dans le modèle de Drude, et la constante de proportionnalité entre les deux, c'est juste la formule de Larmor, essentiellement, avec le carré de la fréquence de transition. Donc, cette théorie, parce que c'est une théorie de la dispersion, c'est une théorie de la constante diélectrique dans les
matériaux. Donc, la théorie de la dispersion était basée sur ce modèle de Drude, plus ça. Et en 1925, juste avant le papier important dont on va discuter, Heisenberg et Kramers, c'était le grand spécialiste de la dispersion à l'époque, vont inclure ces idées-là dans un article important sur la dispersion. Okay? Ils se rendent compte que oui, on aurait une formule comme celle de Drude. Donc, ce que vous voyez en bas, ça fait penser, n'est-ce pas, à la formule que j'avais ici, au milieu. Une somme sur différentes fréquences, sur différents oscillateurs. Je n'ai pas mis la dissipation là-dedans, c'est une version simplifiée. Mais ils se sont rendus compte que c'est vrai, on devrait avoir des fréquences d'absorption, les FI, ça correspondrait aux FMN qui sont là. Mais ça ne peut pas juste être ça. Okay? Ils se sont rendus compte que pour que ça fonctionne bien et pour que ce soit compatible avec la physique classique, il fallait ajouter dans la dispersion des fréquences d'émission avec un signe moins. C'est un peu bizarre. Ça ne cadre pas avec la théorie de Drude parce qu'on aurait des fractions négatives. Okay? Mais ça, c'était nécessaire pour respecter ce qu'on appelait alors le principe de correspondance. Okay? Qu'est-ce que c'est que le principe de correspondance? Ce principe de correspondance, c'est Bohr qui l'a énoncé. Ça dit essentiellement que, oui, d'accord, dans l'atome, les états stationnaires ne rayonnent pas constamment, mais lorsqu'on est dans des nombres quantiques élevés, lorsqu'on est dans le n égale 100 ou le n égale 50, qu'importe, très, très haut, le rayonnement se produit lorsque, par exemple, l'atome passe de l'état n égale 50 à l'état n égale 49, à l'état n égale 48, et que dans ce cas-là, le changement de rayon de l'orbite est minuscule, ça devrait redonner la même chose que ce que la mécanique classique devrait prédire. Alors, on devrait être capable de décrire le rayonnement dans cette limite en accord avec la formule de Larmor sur l'accélération et ainsi de suite. Et c'est pour respecter ce principe de correspondance, pour respecter le fait que la puissance rayonnée devrait correspondre à la formule de Larmor, que Kramers et Heisenberg ont été forcés d'introduire ce deuxième terme là, en bas à droite. Okay. Bon, vous allez me dire, c'est très technique ce truc-là. Est-ce que, bon, oui, vrai, mais ça a son importance. C'est pour ça que je le présente. Donc ça, c'est effectivement l'article de Bohr sur le principe de correspondance qu'il a vraiment énoncé correctement en 1920 sur les spectres des éléments. Curieusement, même année, vers 1924, Bohr, pour vous montrer à quel point il était prêt à faire des choses, on va dire, bizarres, Bohr a formulé cette théorie avec Kramers. Donc, c'est BKS. Le S là-dedans, c'est Slater, qui est un Américain qui était postdoc avec Bohr et qui n'a pas vraiment aimé son expérience avec Bohr, mais qui a son nom dans cette théorie-là, qui l'a regretté ensuite. J'aurais enlevé le S de cet acronyme. Je ne veux pas avoir rien à voir avec cette théorie-là. Mais quand même, son nom est resté accroché à cette théorie BKS, essentiellement où on prétend que les fameux oscillateurs virtuels que j'ai mentionnés, ils sont réels. C'est quelque chose qui est un vrai degré de liberté qui existe dans la matière. Okay? Ils sont réels. Un. Deuxièmement, le photon n'existe pas. Le rayonnement est toujours continu. Et quand un atome passe d'un niveau à un autre, ce n'est pas une émission subite d'un photon qui se produit. Il y a une violation temporaire de la conservation de l'énergie. L'énergie n'est pas conservée, sauf statistiquement, mais elle n'est pas conservée dans un processus. Et donc, même si l'atome passe d'un état à un autre, le rayonnement se fait de manière progressive, ce qui fait que temporellement, on a une non-conservation de l'énergie qui finit par être rétablie statistiquement quand on attend suffisamment longtemps. Parce qu'il y a plusieurs atomes qui vont jouer le même jeu en même temps et ça va finir par s'équilibrer. D'accord? Donc ça, c'est une théorie que Bohr était prêt à faire ça. Et Kramers, apparemment, était comment dire, il faisait ce que Bohr lui disait de faire. Il était en admiration devant le génie de Bohr et donc il n'allait pas contredire Bohr sur un truc aussi radical que d'enlever la conservation de l'énergie de manière instantanée.
Sauf que bon, ben, parfois l'expérience a son mot à dire et qu'il y a eu cette même année, 1924, je crois, l'expérience menée par Geiger et Botha, ces deux-là, après Compton. Compton a découvert le fameux effet Compton. Vous savez, c'est quand un photon, un rayon X, est incident sur un électron et l'électron est diffusé, enfin le photon est diffusé, l'électron gagne de l'énergie et le rayon X perd un peu d'énergie qu'il a donné à l'électron en compensation. Donc ça, c'est un effet qui a comme démontré à tous que les photons existent. Eh bien, Geiger et Botha ont fait l'expérience en coïncidence, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience de Compton, mais ils ont détecté en même temps le rayon X diffusé, donc avec une longueur d'onde lambda prime qui est plus grande, c'est-à-dire l'énergie plus faible, et l'électron. Et donc, cette expérience en coïncidence a montré qu'effectivement, oui, le photon est là et il a vraiment une énergie diminuée par rapport à l'énergie que l'électron a gagnée. L'énergie est conservée. Mais bref, ça a cloué tous les clous, pas juste le dernier, mais dans le cercueil de la théorie BKS. Et ça montre à quel point donc on était incertain à cette époque-là. Tout était possible. Donc, on arrive à Heisenberg. Donc, sur la réinterprétation des grandeurs cinématiques et mécaniques. Donc, ça faisait reçu le 29 juillet 1925. Ça, c'est la date de réception du manuscrit. Il y a toute. Alors, quelle est cette idée centrale à Heisenberg? Alors, il simplifie. Il va considérer des systèmes à 1 degré de liberté, en une dimension, si vous voulez. Okay. Alors, il commence par dire qu'est-ce qu'on ferait avec la fameuse théorie de Bohr-Sommerfeld? Normalement, on aurait pour un système quelconque, là, évidemment, on ne peut pas parler d'un atome, il est à 1 degré de liberté, mais ce serait un oscillateur harmonique. Et l'oscillateur harmonique, on a dit, ce n'est pas un très bon exemple parce que toutes les fréquences d'émission sont les mêmes. Imaginons autre chose, un oscillateur harmonique perturbé, par exemple, un anharmonique. Okay? C'est ce qu'il va faire comme exemple. Un rotateur, il va faire ça aussi. Imaginons qu'on a un système périodique, donc un mouvement périodique, donc X serait la variable qui m'intéresse, X de t. Je le développe en série de Fourier. D'accord? Donc, j'aurais pour un niveau d'énergie donné. Alors, j'ai deux indices ici. J'ai K et j'ai oméga n. Oméga n, c'est comme la fréquence de base dans l'oscillateur. Okay? Et ça peut dépendre de l'état quantique qu'on considère. Différents états dans l'atome auraient des fréquences oméga n différentes. Okay? Parce que ce seraient des orbites différentes avec des périodes différentes. Okay? Oméga n, c'est comme la fréquence de base. K, ce serait un multiple entier de cette fréquence-là, parce que c'est un mouvement périodique et on développe en série de Fourier. Donc ça, c'est ce qu'on ferait dans un état stationnaire normal à la Bohr-Sommerfeld. Et les coefficients de Fourier, on peut les trouver si on résout les équations classiques du mouvement, parce que dans la théorie de Sommerfeld, c'est de la mécanique classique essentiellement. On a une condition de quantification et on applique la théorie classique sinon. Donc, la théorie classique, qu'est-ce qu'on ferait pour appliquer ça ici? Ben, on imposerait une quantification de cette intégrale ici, qui est l'intégrale du moment conjugué ou de la quantité de mouvement sur x. Ça revient à la même chose si on veut intégrer sur le temps au lieu d'intégrer sur x, d'intégrer m fois la vitesse au carré fois le temps sur une période, et on imposerait que c'est un nombre entier de fois h. Okay? Et ça devrait imposer des contraintes sur les fameux coefficients de Fourier AK de n. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire si on suivait les préceptes de Sommerfeld. C'est ce que Heisenberg explique au début. Mais évidemment, ce n'est pas une approche générale parce que ça ne s'applique qu'au système périodique et en plus au système intégrable. Bon, en une dimension, ce n'est pas un problème. Tous les systèmes sont intégrables en une dimension. Mais si on veut aller à dimension 2, 3, l'atome d'hydrogène, par exemple, il faut que ce soit multipériodique. Il faut que ce soit périodique dans chaque variable. Quoi. Bon. Alors, Heisenberg résout ce dilemme. Ça, c'est la légende, c'est sa biographie qu'il dit. Il a dit, j'étais en train de penser à ça, puis là, j'ai eu une attaque de rhume des foins terrible, des allergies épouvantables. J'ai dû faire un séjour sur recommandation du médecin dans une île où il n'y a pas ces plantes-là. Okay? Ça, c'est du pollen, c'est la cause, la deuxième cause de la mécanique quantique, dirait-on? Non, pas ça, ce serait caricaturé. Alors, il a fait un séjour je ne sais pas combien, 2 semaines, un truc comme ça, dans l'île Heligoland, on dit en français, ou Helgoland en allemand. Là. Okay, donc ça, c'est pas gros. Hein? On fait le tour rapidement. Et selon son
son autobiographie, c'est là que le déclic est survenu. C'est là qu'il a eu la réponse. Okay. Bon, il y a eu justement un article qui est paru dans Physics Today hier qui disait faites attention à ça, c'est de l'hagiographie, autrement dit, c'est de l'écriture sainte. Ça, c'est comme si on prenait ça comme du pain béni, mais c'est une réalité exagérée, déformée probablement par les souvenirs d'Eisenberg qui a écrit son autobiographie en 1970, très longtemps après. Et puis, il dit lui-même, bon, c'est à peu près comme ça que je me le souviens, mais c'est peut-être pas exactement ça. Donc, il faut faire attention parce que ce que l'on fait avec cette série sur les articles fondateurs, c'est ce qu'on pourrait nous reprocher de faire. En fait, c'est de la géographie, c'est de l'écriture sainte. On est en train de dire, voilà, ce sont les grands papiers, les grands personnages qui ont fait ça, et les autres sont des secondaires. C'est toujours une caricature. Okay. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur de l'article dans Physics Today qui dit, il exagère un peu. Il ne faut pas tout jeter ça à la poubelle, il faut juste faire attention à ce qu'on dit. Il faut que vous soyez au courant de la légende avant de pouvoir aller au-delà de la légende, c'est ce que je veux dire. Donc, quelle est l'idée centrale, le Umdeutung d'Eisenberg? C'est que au lieu d'avoir cette expression qui serait appropriée en haut pour la théorie de Sommerfeld, donc au lieu de partir de là, on va remplacer cette série de Fourier par ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais le laisser... Ah oui, bon. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai remplacé les multiples d'une fréquence unique, donc des harmoniques, par des fréquences qui dépendent de deux indices, qui sont les fréquences de transition, comme si je décris une transition entre deux états, un état n et un état n-k, ou m si vous préférez. Et j'aurai des coefficients qui dépendent de ces deux fréquences. Donc là, on sort du mouvement purement périodique parce on sort d'une série de Fourier. Okay? Les fameux coefficients A, N, M sont les amplitudes de transition dans ce mouvement-là. Et les oméga NM sont les fréquences de transition possibles. Et en principe, le coefficient A, quand on le met au carré, ce serait l'intensité de la transition, ce serait l'intensité de l'arrêt. Pour Heisenberg, ce sont les quantités observables, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, uniquement sur les quantités observables. Il y a une philosophie derrière ça qui dit on ne fait une théorie que sur les quantités qui sont observables. La position de l'électron dans l'atome, X, bon, pour lui, ce n'est pas observable. En réalité, au sens de la mécanique quantique, c'est observable. C'est une observable, c'est un opérateur hermitien, d'accord? Mais pour Heisenberg, à l'époque, ce n'est pas observable. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe uniquement des ANM. La fameuse condition de quantification. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre ce truc-là, mais il se trouve que l'article de Heisenberg est plus clair que les articles qui résument l'article d'Heisenberg. Mais c'est quand même un article extrêmement confus parce qu'il n'y a aucune déduction là-dedans. Ce n'est pas un article de déduction. On ne peut pas déduire la mécanique quantique. C'est purement inductif. C'est de l'imagination. Alors, il s'est dit, bon, la relation de quantification, qu'est-ce qu'on avait avant? On avait NH est égal à cette intégrale, okay, qui est l'intégrale de PDQ, si vous préférez. C'est la condition de Sommerfeld. Bon, il dit, je vais prendre la dérivée de ça par rapport à N. Ouais, N, c'est un entier. Voilà. Pas grave. On prend la dérivée par rapport à N et on obtient H. Oh, pardon, excusez. On obtient H, dérivée par rapport à N. Et donc, on prendrait la dérivée par rapport à N de ça. Si on applique ça, alors on retourne, hein, on reprend la série de Fourier qu'on avait ici. Là. Donc, vous prenez ça ici. Vous calculez la vitesse. Donc, on prend la dérivée par rapport au temps. On calcule la vitesse, on multiplie par la masse, etc. Okay? Donc, on obtient une quantité à partir de là qui serait donnée par ça. Okay. J'ai pris une dérivée par rapport au temps, donc j'ai fait descendre K oméga au carré. Parce que K oméga, c'était la fréquence dans l'exponentielle. Donc j'ai un K carré, j'ai oméga carré, mais j'intègre sur le temps. Donc l'intégration sur le temps va m'enlever un oméga. Et donc j'ai un K carré oméga n, et j'ai le A au carré ici. Enfin, l'amplitude au carré. Non? OK. Et ça, ce sera équivalent à ce que Sommerfeld a fait. Exactement la même chose. Et là, je vais remplacer, c'est Heisenberg, je vais remplacer ça par une équation aux différences au lieu d'être une dérivée, parce que de toute façon, je ne peux pas dériver par rapport à n, mais dans la limite classique, je pourrais, parce que dans la limite classique, principe de correspondance, n devient continu, n'est-ce pas?
D'accord? Donc, la façon de faire, c'est de prendre n qui était continu dans le domaine classique et de le remplacer par une variable discrète et de remplacer cette dérivée-là par une différence. Et quand il fait ça, il obtient, alors attention ici, j'ai une somme ici sur K qui est une somme sur les K négatifs et positifs, d'accord, de moins l'infini à plus l'infini, c'est des entiers. Ici, il reformule ça avec une somme sur les K positifs seulement, mais il y a des termes avec des signes moins, ok, ce qui est normal parce qu'il y a un K qui va traîner ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le K oméga, j'ai séparé mon K en deux ici. Le K oméga n, ça devient le oméga mn. Ce n'est pas une harmonique, c'est la fréquence oméga mn qui est ici. Oméga nn moins K ou oméga nn plus K, selon que K est négatif ou positif. Et le K qui reste, eh bien, quand j'applique cette espèce de dérivée, je remplace la dérivée par une différence finie, ben, il va disparaître. Parce que je vais diviser par la différence de fréquence, et le K va disparaître. Et je me retrouve avec cette somme, cette règle ici, okay, qui est la condition de quantification nouvelle de la mécanique quantique selon Heisenberg. Il ne l'appelle pas mécanique quantique encore. Et cette condition-là, il montre qu'elle est exactement équivalente à la règle de somme qu'on a vue tout à l'heure. Autrement dit, la théorie de Kramers et de Heisenberg sur la dispersion a la même formule que celle-ci. Okay. Hein, si je reviens, j'ai un truc un peu bizarre. Là. Ça, bon, là, je n'ai pas fait la traduction, mais si on traduit correctement cette formule-là et la règle de somme qui va avec, eh bien, on trouve cette formule d'Heisenberg. Okay, donc là, ça l'encourage beaucoup, apparemment. Donc, elle se dit, bon, j'ai fait ce changement-là, mais évidemment, il faut que ça se... Il faut que je puisse généraliser d'autres relations que j'utilise quand je suppose que j'ai un mouvement périodique. Donc, normalement, si par exemple on avait des quantités comme x de t, y de t dans la version Sommerfeld de la théorie, où on aurait des séries de Fourier pour chacune de ces deux quantités-là, x et y qui seraient avec les coefficients a et b. Et là, quand je fais le produit des deux, si je fais x fois t, et parfois j'ai besoin de faire des produits, par exemple, je fais le produit du champ électrique par le moment dipolaire, des choses comme ça. Je fais le produit des deux, mais j'aurai un produit de série de Fourier, n'est-ce pas? Ce qui me donnerait une autre série de Fourier, comme ça, avec un coefficient c qui ne serait pas juste le produit de a et de b, mais ce serait une somme, une combinaison des produits de a et de b, comme ça, n'est-ce pas? Ce serait les coefficients de la série qui résultent du produit de deux séries de Fourier. Je dois faire une somme sur des indices intermédiaires J, par exemple. Okay. Bon, alors, Heisenberg dit, ben là, ça va être différent parce que j'ai plus des séries de Fourier, j'ai des fameuses combinaisons avec des fréquences qui sont un peu différentes. Alors, sa version quantique qu'il propose, la version quantique de ça, ce serait en fonction de ces fameux oméga à deux indices et de ces C qui ont deux indices maintenant. Et ça devient les formules qui sont en bas. En particulier, pour les fréquences, ça requiert que les fameuses fréquences soient des différences d'énergie. Cette relation-là à gauche. Ça fonctionne uniquement si la fréquence qu'il met dans ces exponentielles est la différence de deux niveaux d'énergie. La deuxième formule, c'est la combinaison c'est l'expression de C en fonction de A et de B. C'est exactement la multiplication des matrices, telles qu'on les comprend à l'époque. Mais Heisenberg ne connaissait pas les matrices. D'accord? Il s'est dit, ça me prend des quantités qui vont se combiner de cette manière-là. Okay. Voilà. Donc, c'est des matrices, mais il n'est pas au courant encore. Et ça, c'est... Bon, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il applique ça à l'oscillateur harmonique cubique. Donc, ça, c'est l'équation du mouvement pour l'oscillateur harmonique cubique, un harmonique quartique ensuite. Et il fait le rotateur simple. Le rotateur, on peut le faire ici. C'est simple. L'énergie du rotateur, c'est quoi? C'est un truc qui tourne avec une certaine fréquence, oméga. Il y a un moment d'inertie, ma carré. A, c'est le rayon. Okay? Donc, l'énergie, c'est 1/2 ma carré fois oméga carré. La condition de quantification que Sommerfeld obtiendrait, ce serait celle-là, okay, qu'on voit ici, qui détermine la fréquence. Mais ça, ce serait la condition de Sommerfeld, okay, qu'il modifie avec sa version de la condition de quantification. Et ça lui donne des fréquences de transition qui sont données par ça, proportionnelles à n, et des énergies qui sont des combinaisons, parce que l'énergie, c'est un carré, c'est donc un carré de x, donc il applique sa fameuse formule qui est le produit de matrice, et il obtient une énergie
qui est donné par ça, pour le rotateur. N carré plus N plus 1/2. Okay? Qui coïncide avec ce que l'on connaît maintenant en fonction d'une quantification du moment cinétique, où j'aurais L carré plus L. Bon, je n'ai pas le 1/2. Bon, ça, c'est une constante. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Okay? Bon. Mais à une constante près, il a la même formule que pour la quantification du moment cinétique. Okay? Donc, très encouragé de cela. Mais ça demeure 1 degré de liberté. Alors, Born, quand il voit ça, bon, il dit oui, Heisenberg publie, vas-y. Mais nous, on va. Enfin, nous, c'est qui? C'est Born et son assistant, Jordan. On va publier un truc qui va formaliser un peu ça, okay? Parce qu'on se rend compte que ce que tu as fait, c'est des produits de matrice, donc, etc. Donc, ils publient les deux ensemble un article qui s'appelle Zur Quantenmechanik, donc sur la mécanique quantique. Et c'est la première fois. Bon, Born avait déjà utilisé le mot mécanique quantique avant, je pense, l'année d'avant, en disant que ce serait bien d'avoir une mécanique quantique. Et là, c'est le premier article qui contient l'expression mécanique quantique. Okay? Et c'est reçu le 27 septembre 1925. Donc, essentiellement 2 mois après l'article de Heisenberg. Qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Je vais aller un peu plus rapidement là-dessus. Alors, bien sûr, cet article-là a 30 pages. C'est 2 fois plus long que celui d'Heisenberg. Voici les 2 protagonistes. C'est bien sûr publié dans Zeitschrift für Physik. Okay? Qui sont ces 2 personnages? Max Born, c'est le senior, c'est le patron, n'est-ce pas? Donc, il est prof à Göttingen, famille d'origine juive, ça va causer quelques problèmes plus tard. Son père était professeur d'université à Wrocław, je devrais dire comme ça, Breslau. Il a fait ses études à Breslau, à Heidelberg, Zurich, Göttingen, dans le circuit habituel. On dirait que c'est un protégé de David Hilbert. Aussi, il était bien ami avec Klein et Minkowski à Göttingen. Il a son PhD donc en 1906. Il est prof à Göttingen de 1921 à 1933. Pardon. En 1933, puisqu'il est juif, il doit s'en aller. Okay? Il est congédié. Il fuit l'Allemagne nazie, il se réfugie en Angleterre. Il va même en Inde, Bangalore, okay? Avec peut-être l'espoir d'y rester. On lui enlève son PhD. Les autorités allemandes annulent son PhD, annulent sa citoyenneté en 1935. Okay? Donc, il reste à Édimbourg de 1936 à 1952. Il a le prix Nobel en 1954. Il prend sa retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Allemagne. Ça me dépasse. Mais enfin, bref. Il était attaché à Göttingen. Donc, il a pris sa retraite en Allemagne, même tout ça. Bon, bref. Voilà. Quant à Jordan, c'est l'opposé. Jordan, ses ancêtres sont espagnols, d'où son nom. Il fait ses études aussi, il est plus jeune, on fait ses études à Hanovre, Göttingen, il y a la zoologie, les maths, la physique. Il était l'assistant de Richard Courant. Courant, c'est Courant et Hilbert, c'est un type important en mathématiques à Born. Mais en 1933, il se joint au parti nazi. C'est le contraire. Donc, il devient comme Lennard et Stark. Il s'est dit, ça prend quelqu'un dans le parti nazi qui défend la mécanique quantique, parce que tous les autres, comme Lennard et Stark, ils sont absolument opposés. Donc, je vais me poser en défenseur de la physique nouvelle. Lui, pas très écouté du tout. Après la guerre, ça lui prend une espèce de réhabilitation. Donc, c'est Pauli qui va le certifier. Hein. Il va dire, ah oui, mais c'est pas un mauvais bougre, finalement. Donc, il peut enseigner ensuite. Il est professeur à Rostock en 1935. Il est professeur à Hambourg après la guerre. Il est resté très politique, n'est-ce pas? Il devient député au Bundestag avec le Parti conservateur, CDU, hein, bien à droite, là. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Jordan. Jordan avait un autre problème, beaucoup plus prosaïque. Il avait un très fort bégaiement. Donc, il était extrêmement... C'était quelqu'un qui était un génie mathématique, pourrait-on dire. Il était très fort en maths, mais la communication ne se passait pas bien parce qu'il bégayait extrêmement fort. Ceux qui connaissent Mathias Streuer savent de quoi je parle. Il ressemble à Mathias Streuer. Mathias Streuer a exactement le même problème. Voilà, c'est un truc impondérable, mais ça fait partie de la personne. Donc, qu'est-ce qu'ils font, Born et Jordan, dans ce deuxième article? Ils se rendent compte que la multiplication qui est proposée par Heisenberg, c'est une multiplication de matrice. Donc, ils introduisent tout ce qu'il faut avec le calcul matriciel. C'est quoi les fonctions de matrice? C'est quoi des dérivés par rapport à une matrice dans une fonction de matrice? Ensuite, ils disent, ils décrivent le mouvement, les équations générales à 1 degré de liberté. Bref, ils formalisent l'intuition que Heisenberg avait eue, mais que eux, qui sont très mathématiques, sont capables de généraliser. Ils font une théorie générale avec ce qu'Heisenberg a eu comme idée, essentiellement. Okay? Donc, par exemple,
un système à 1 degré de liberté, on aurait une variable dynamique Q qui serait maintenant une matrice qui serait affublée de dépendance temporelle. Parce que ici, pour ceux qui connaissent la mécanique quantique, on est dans la représentation d'Heisenberg ici. Les variables dynamiques dépendent du temps. Elles dépendent du temps selon des fréquences qui sont en fait les fréquences relatives des deux états de base qu'on utilise, qui sont les états propres du Hamiltonien. Donc c'est pour ça qu'il y a des E à la I, oméga n, Mn partout qui traînent. Ils démontrent généralement, encore une fois, que oméga Mn, c'est la différence de niveau d'énergie. Ils adoptent la mécanique d'Hamilton. Donc, ils disent maintenant qu'on sait comment dériver par rapport à des matrices. Ben là, on peut utiliser les équations d'Hamilton, encore une fois. Et ils démontrent que la fameuse condition de quantification qu'Heisenberg a utilisée, en réalité, c'est ça. QP moins PQ égale à IH bar fois la matrice identité. Ils ont tergiversé un certain temps en se disant, mais oui, Heisenberg a montré que uniquement la partie diagonale de cette équation-là. Et nous, il faut travailler sur la partie hors diagonale, qui est 0, hors diagonale de la matrice d'identité. Ils sont convaincus que c'est effectivement 0 hors de la diagonale. Donc, ils ont la condition de quantification. Donc, ce qui remplace la condition de Sommerfeld, Bohr-Sommerfeld, c'est le commutateur de Q avec P. Ils refont l'exemple de l'oscillateur harmonique cubique, Heisenberg, ils refont ça. Ils discutent même de l'électrodynamique. Ils font la quantification du champ électromagnétique dès le premier article. Mais sans les opérateurs de création et d'annihilation. Ça, c'est arrivé plus tard. Ils font le rayonnement dipolaire. Tout ça sans introduire la notion d'espace de Hilbert. Tout est en fonction des opérateurs. Il n'y a pas d'état. Il n'y a que des opérateurs. Hein? La notion d'espace est utilisée uniquement pour rappeler ce que ça veut dire qu'une valeur propre et un vecteur propre. Uniquement pour ça. Mais il n'y a pas d'espace des états. C'est bizarre, de notre point de vue. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mentionner ce livre-là, première édition 1924, Méthode de la physique mathématique, Courant et Hilbert, c'est paru à Göttingen. Ce livre-là a eu beaucoup d'influence, à la fois et un impact énorme, parce qu'il proposait essentiellement les mathématiques qui sont utiles à la fois pour le calcul matriciel et la résolution de l'équation de Schrödinger qui va arriver l'année d'après. Donc, c'est parce qu'ils connaissaient bien ces méthodes, évidemment, qu'ils ont pu écrire ce qu'ils ont écrit. Ensuite, alors, ils recrutent Heisenberg pour faire un seul article ensemble, la deuxième partie, je veux dire, mais les trois ensemble, qui est sur la mécanique quantique 2, reçu le 16 novembre 1925, c'est-à-dire 2 mois après le premier, 4 mois après celui d'Heisenberg. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beaucoup de choses. 59 pages. 59 pages. Cet article-là, c'est un livre sur la mécanique quantique, essentiellement. C'est ce que c'est. Okay? Le premier manuel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Résume les principes à 1 degré de liberté. Ils introduisent les équations d'Heisenberg, donc la dérivée par rapport au temps d'une quantité, d'un opérateur. Ils parlent des transformations canoniques, donc transformations unitaires, on dirait, aujourd'hui. Okay? Ils font la théorie des perturbations. Ils font la théorie des perturbations dépendant du temps aussi. Il y a beaucoup de choses. Chacune de ces lignes-là serait un gros article en soi, n'est-ce pas? Ensuite, ils font les systèmes à plusieurs degrés de liberté, incluant des dégénérescences. Là, ils parlent des vecteurs propres, des valeurs propres. Donc, là, ils appliquent ça à la théorie des perturbations. Ils font des spectres continus. Ensuite, les applications au moment cinétique. Donc, ils vont quantifier le moment cinétique dans cet article-là. Ils parlent des règles de sélection lors des transitions, l'effet Zeeman. Ils vont faire le champ électromagnétique en tant qu'oscillateur couplé. Il y a toute cette théorie, on la voit dans l'article qui défile, sur comment on prend des oscillateurs, comment on prend le champ électromagnétique dans une cavité, disons, et qu'on remplace ça par des oscillateurs harmoniques. Comment est-ce qu'on quantifie ces oscillateurs-là, sans les opérateurs de création d'élimination, encore une fois. Et l'interprétation qu'ils en donnent, pour eux-mêmes, la notion d'état stationnaire n'est pas souhaitable. La notion d'état n'existe pas dans cet article-là. C'est uniquement des observables sans état. Okay? Pour eux, c'est même indésirable de parler d'état. C'est comme une béquille. Heisenberg, philosophiquement, il est radicalement opposé aux notions cinématiques classiques, le continuum d'espace et de temps appliqué à l'atome. Pour lui, même l'espace n'est pas continu. Bref, on a des discussions de nos jours sur l'espace et le temps, c'est pas vraiment continu, mais ça, c'est toujours dans le contexte de la gravitation quantique, puis ça se passe à l'échelle de Planck, c'est des trucs de 10 à la moins 33 mètres. Pour Heisenberg, c'était à 10 moins 10 mètres que ça se passait. L'espace n'est pas continu, ça ne sert à rien
parler d'espace quand on est à 10 moins 10 mètres. OK. Bon. La réception de cet article-là. Pas convaincant. Pauli va leur rendre un service assez énorme parce qu'il va se servir de leur formalisme en 1926 pour résoudre le problème de l'atome d'hydrogène. Ouais, OK, dans le formalisme des matrices. Okay. Il réussit à le faire. C'est très difficile à utiliser ce formalisme-là parce qu'on a juste des commutateurs. On n'a pas d'équation de Schrödinger, bien sûr. C'est avant Schrödinger. On a juste des commutateurs. Comment est-ce qu'on peut résoudre le spectre de l'atome d'hydrogène sans résoudre au moins minimalement l'équation de Schrödinger? Ben, là, on est chanceux parce que le problème de l'atome d'hydrogène, c'est un problème intégrable. Alors, vous allez me dire, le but de ce truc-là, c'était d'aller au-delà des systèmes intégrables. Oui, oui, mais ils vont confirmer que leur système fonctionne avec des systèmes intégrables. Okay? Donc, dans l'atome d'hydrogène, il y a une quantité conservée qu'on appelle le vecteur de Laplace ou le vecteur de Runge-Lenz-Laplace. Ça dépend des pays, etc. C'est le problème de Kepler, finalement. Cette quantité, le produit vectoriel de la quantité de mouvement avec le moment cinétique moins un multiple du vecteur position, c'est conservé. Et ça veut dire que dans le langage moderne, ça commute avec le hamiltonien. Et grâce à ça, il peut trouver le spectre. Mais si c'était autre chose que ça, il n'aurait pas pu le faire. Okay? La mécanique des matrices, c'est abstrait, c'est non visuel, c'est radical. Et c'est une des, pour ces auteurs, c'est une qualité. Il faut que ce soit radical. Ils veulent une révolution. Hein? Le continuum, c'est pas classique. Seules les quantités directement observables, selon Heisenberg, les amplitudes sont physiques, etc. Mais, soyons francs, selon des historiens des sciences, si on a conservé ce truc-là, c'est grâce à Schrödinger. C'est parce que Schrödinger est arrivé après avec une méthode pratique, une équation différentielle qu'on peut résoudre, une interprétation différente initialement. Et ce qui a été fait, c'est qu'ils ont... les tensions entre Schrödinger et cette bande-là étaient importantes. Okay? Ils ne s'aimaient pas mutuellement. Heisenberg avait dit que l'équation de Schrödinger, c'était dégoûtant. Okay? Il ne voulait pas toucher à ça. Mais par contre, ils se sont rendus compte que c'était une façon pratique de résoudre les problèmes et ils avaient tellement de, on dirait en anglais, clout, avaient une réputation, celle de Göttingen, qu'ils ont réussi finalement à imposer un formalisme par-dessus l'équation de Schrödinger, parce que les deux versions de la mécanique ondulatoire de Schrödinger et celle des matrices de Göttingen étaient compatibles. Et ça a été démontré par Schrödinger lui-même, ça a été démontré par d'autres personnes. Dirac, ça a été démontré par Eckhart, oui, qui est un physicien américain à l'époque, qui est un peu hors circuit, mais c'est grâce au côté pratique de l'équation de Schrödinger que la mécanique des matrices a survécu. Si Schrödinger, on va poser la question différemment, si Schrödinger était arrivé dans l'ordre inverse, si en 1925, Schrödinger avait sorti son équation et qu'eux avaient sorti ça en 1926, pas sûr qu'on s'en souviendrait. Okay? Je dis ça, c'est mon jugement personnel. On serait resté avec Schrödinger, on aurait oublié peut-être des pans du formalisme de la mécanique des matrices qu'on a conservé. Okay. Bon, bref, c'est une citation ici. The physical convictions of the Göttingen physicists underwent a significant change as a result of their having to cope with Schrödinger's success. Ils se sont dit, bon, vraiment, il y a quelque chose là-dedans. Mais la mécanique des matrices, sans Schrödinger, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça? Peu de choses, d'après moi. Ça aurait été très difficile. Voilà. Merci de votre attention.